Vous écoutez On, Vous écoutez On. le podcast des communicants qui parle de tout ce qu'on se dit en off. Aujourd'hui, on aborde un sujet que beaucoup de communicants du secteur public vivent au quotidien, la baisse budgétaire. Septembre 2025, premier message. Le gouvernement annonce le gel des frais de communication de l'État jusqu'à la fin de l'année. Novembre 2025, nouveau message. Ça se précise, le Premier ministre annonce une baisse de 20 à 40% des budgets de communication des services de l'État et de ses opérateurs pour 2026. Alors ce n'est pas nouveau, les budgets com sont souvent les premiers à tomber. Pourtant, les missions, elles, ne diminuent pas, ni les attentes du public, ni celles de la hiérarchie. Alors comment on fait ? Est-ce qu'on fait la même chose en moins bien ? Est-ce qu'on choisit certains sujets plutôt que d'autres ? Ou est-ce qu'une contrainte budgétaire forte peut être paradoxalement une opportunité de repenser nos métiers ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir David Petoton, directeur de la communication de l'ANS, l'Agence du numérique en santé. Tu pilotes la com d'un opérateur de l'État au cœur de la transformation numérique du système de santé. Communiquer pour vous, c'est essentiel, c'est convaincre des professionnels de santé, des citoyens et des institutions. Et tu vas nous raconter comment tu arrives à gérer une DIRCOM public quand les budgets s'amenuisent. Et nous recevons aussi Ronan Le Goff, directeur et cofondateur de l'agence Lanet Squad. Tu travailles avec des clients publics depuis combien de temps ? Depuis le démarrage, depuis toujours. D'accord. Tu vois les appels d'offres changer, les enveloppes se réduire et tu vas nous dire ce que ça change côté agence en termes de travail, d'organisation et de créativité. Mais avant toute chose, je pense qu'il est important de faire un petit arrêt sur la com publique et sa définition. Pour moi, c'est pas seulement de la com et encore moins du marketing. On ne vend rien. La com publique, c'est informer les citoyens, sensibiliser la population et redonner du sens et de l'engagement aux agents publics. Et c'est donc une mission d'intérêt général. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition déjà ? Tu commences, Ronan, ou j'y vais ? Allez. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. La communication publique, elle est là, elle vend pas un produit, elle vend un service, elle doit informer, elle doit rassurer, elle doit expliquer, elle doit décoder, elle doit permettre à chacune et chacun de se faire aussi sa propre opinion. Et ça, c'est important, surtout à l'ère de la méta-communication qui engendre beaucoup de désinformation ou de mésinformation. Elle doit continuer de créer aussi cette confiance entre les institutions et les citoyens, ou les gens qui utilisent les services publics. La communication publique, elle n'est pas là pour enjoliver l'action publique, elle est juste là pour la permettre un décodage et de se dire, voilà, on a une action à mettre en place, on a un objectif à atteindre, et la communication, c'est un des moyens qui permet d'atteindre l'objectif qui a été fixé au départ, mais c'est pas le seul, mais en tout cas, elle y contribue de manière stratégique comme de manière opérationnelle. Alors cette baisse des budgets de la com publique, ça date de quand ? Est-ce que vous l'avez vu arriver petit à petit ou est-ce que ça existe un peu depuis toujours ? Moi, je l'ai vu arriver pour l'Agence du numérique en santé, de manière assez brutale, puisqu'en fait, on a bénéficié, nous, à l'agence, quand même d'un élan, puisque le numérique en santé a pris une part importante dans le système de santé. Donc l'agence a été beaucoup aidée. On a eu pas mal de budget parce qu'il fallait qu'on accompagne tout ce mouvement de digitalisation, comme on dit, mais en tout cas de tout le plan de numérique qui a été mis en place. Et quand je dis que c'est arrivé de manière un peu brutale, c'est que avant les annonces du Premier ministre, en tout cas de son premier poste en septembre 2025, en fait, dès le début de l'année 2025, il y a eu déjà un premier gel budgétaire, puisque le projet de loi de finances, le PLF, n'avait pas été voté. Le PLFSS, qui nous finance, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, n'avait pas été voté. Et donc, on était dans une démarche contrainte. Et comme d'habitude, les premiers services ou directions qui sont impactés, c'est ceux de la communication. Donc moi, j'ai eu un gel net de janvier à avril-mai 2025, parce qu'il fallait qu'on attende que les lois soient votées pour qu'on ait les financements. Donc on avançait à budget contraint, c'est-à-dire pratiquement inexistant pour, en tout cas, la direction de la communication à l'époque. Mais ça date de 2025 ou est-ce que ça fait déjà plusieurs années qu'il y a une baisse un petit peu récurrente, petit à petit, ou est-ce que c'est vraiment très brutal ? Après, pour les communicants publics, oui, on sent quand même, on sentait peut-être, je pense, un ralentissement, mais pour moi, ça a été vraiment brutal dès le 1er janvier 2025. Alors, nous, la pression budgétaire, on la connaît, ça fait partie du paysage, on accompagne des acteurs publics depuis quasiment une vingtaine d'années, et donc, on sait que c'est pas simple et qu'on doit quand même travailler dans des budgets qui sont contraints. Donc, on est habitué avec ça et on sait y répondre et on s'est adapté à cela. C'est vrai que sur 2025, c'est une année quand même qui est très particulière. On a senti une pression très forte dès le début de l'année. Nous, c'est un
très inquiétant pour nous parce que le démarrage a été difficile. Ensuite, il y a eu un contexte politique extrêmement fragile avec des dissolutions, des remaniements. Donc pendant toutes ces périodes, il ne se passe pas grand-chose, tout simplement parce que les ministères n'ont pas forcément de direction de communication ou même de ministre. Donc tout ralentit. Et le gel de l'automne 2025, ça a été extrêmement fort. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est pas tant la contrainte budgétaire, c'est plutôt la vitesse à laquelle tout ça s'est produit. Donc ça a été immédiat et intense. Et donc là, tout s'est arrêté et on s'est posé énormément de questions. La première question, c'est est-ce qu'on peut survivre à cela ? Comment on va gérer les équipes? Est-ce qu'on va pouvoir conserver les effectifs? Est-ce qu'on va pouvoir poursuivre notre développement? Donc voilà, ça a créé vraiment une sorte d'onde de choc dans tout l'écosystème des agences. Et bon, on a su y répondre, mais ça a été quand même beaucoup plus important que tout ce qu'on a pu connaître auparavant. Je voudrais juste rajouter un truc. En plus, on manquait de communication sur les applications de ce moratoire. Au début, c'était un moratoire. Maintenant, il y a une instruction qui est sortie. Mais dès que c'est arrivé en septembre 2025, bon, ok, oui, c'était un post LinkedIn. Chacun traduisait un peu comme il voulait. On avait des éclairages, ce qui permet de piloter la communication publique, que ce soit pour les agences publiques comme la NetSquad ou pour nous, comment dirais-je, opérateurs de l'État, c'est le SIG, le service d'information du gouvernement. Et on avait très peu d'informations sur, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment ça s'applique? Alors là, on était en plus dans la courbe de deuil, donc là, au plus bas, c'est-à-dire la sidération, la stupéfaction, et puis même pas de moyen de se dire, mais comment on s'y prend? Comment ça s'applique? Qu'est-ce que ça veut dire de baisser de 20, 30, 40, 50? On comprenait pas. Il n'y avait pas de communication du gouvernement sur ça veut dire quoi la baisse de la communication publique. Est-ce qu'on a un peu des chiffres? On peut en parler? Est-ce que des ordres de grandeur qu'on peut partager? Toi, ton budget com, combien il a été divisé? Toi, peut-être en termes de CA, si c'est des choses que vous pouvez partager? Ah, oui, moi je vais les partager. Ah oui, moi mon budget de com, il a été divisé par 4. Ouais, c'est énorme. Donc c'est énorme. Ah oui, c'est plus j'ai perdu une personne, enfin voilà, que j'ai pas pu renouveler dans l'équipe. Alors j'ai pas une grosse équipe, mais une personne pour moi ça représentait près de 20% quand même de mes effectifs. Donc ça oblige aussi à revoir la façon de travailler. Bien sûr, toute la stratégie. Et toi, Ronan? Alors nous, de notre côté, en fait, on est une agence qui, dont la majorité du chiffre, en tout cas, est constituée de la commande publique. Donc voilà, ça représente 60% quand même de notre activité. Donc c'est énorme. Et on constate sur l'année, en tout cas l'exercice précédent, une baisse de l'ordre de 15 à 20% quand même de chiffres sur la partie publique, ce qui est considérable. Parce qu'on était quand même sur une courbe de croissance assez régulière, en tout cas depuis plusieurs années, avec un pic pendant la pandémie. On a beaucoup communiqué, on a énormément travaillé. Et depuis, voilà, on accuse en tout cas un retard assez fort. Donc, forte baisse. Est-ce que certains secteurs de la com publique sont particulièrement touchés ou est-ce qu'il y en a qui sont épargnés? Je pense notamment à la santé publique, il me semble, dans mon souvenir, ou au recrutement. Ça vous parle? Ça nous parle tout à fait, parce qu'on nous l'a dit d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a parlé de réductions importantes. Alors, pour donner quelques chiffres, quand même, on parle de 300 millions d'économies à réaliser sur 2025, sur un chiffre global de communication. Alors, État plus opérateur qui avoisine le milliard d'euros de dépenses, donc ce qui est considérable. Donc, ça représente 30% de réduction, tu le disais tout à l'heure, 40% pour les opérateurs publics, 20% pour les ministères, donc c'est beaucoup. Et oui, on nous a fait clairement comprendre que certains, en tout cas, certains sujets, certaines thématiques ou certaines... la santé publique notamment, l'éducation, la transition écologique, enfin, il y a des sujets sur lesquels on poursuivra la communication, et puis il y en a d'autres forcément sur lesquels on mettra moins de moyens. Donc il y a une stratégie de choisir des sujets et d'octroyer en tout cas des budgets pour répondre à des problématiques, à des sujets très spécifiques. Toi, David, à l'ANS, concrètement, ça a ressemblé à quoi, cette baisse? Comment tu as fait? Tu disais une personne qui est partie, que tu n'as pas pu renouveler, un quart de tes budgets qui s'envolent. Du coup, comment tu fais à ce moment-là? Alors, comment je fais? Je fais comme je peux. Je suis hyper transparent, que ce soit en interne. Bon, les gens le savaient, mais aussi aux équipes, je donne un décryptage. Et puis, j'ai été également transparent avec les agences avec lesquelles on collaborait. Moi, j'ai un marché de communication dans lequel il y avait 3 lots. Donc déjà, la première chose, c'est d'expliquer aux agences ce qu'on va faire ou pas, parce que il y a des honoraires mensuels. Donc là, on les stoppe. Il y a certaines opérations qu'on stoppe pour le moment. Quand c'est arrivé, avec en plus le gel budgétaire et la méconnaissance de comment ça se mettait en application, en fait, tout s'est gelé
personne n'a rien fait. On savait pas trop comment avancer. On demandait des autorisations. Ça a été un peu soit à nos tutelles, donc moi au ministère de la Santé, mais qui savait pas trop me répondre. Le service d'information du gouvernement non plus. Est-ce que ça rentre dans le cadre? Est-ce que ça rentre pas dans le cadre? Moi, j'ai pas de campagne. J'ai pas de grosse campagne comme pourrait le faire Santé publique France sur de la santé publique. Nous, on est très B2B. Donc t'as pas arrêté des campagnes, mais est-ce que t'as arrêté des sujets peut-être? Oui, j'ai arrêté des sujets. Ouais, j'ai arrêté des sujets. Surtout, je me suis dit, OK, il y a une baisse. Alors, on te dit, la baisse, c'est 10, 20, 30, 40%. J'ai pas tout baissé dans ce que je faisais. J'ai priorisé. J'ai dit, ça, je fais plus. Par exemple, les webinaires. La personne qui n'a pas été renouvelée, elle gérait chez nous le Netflix de l'e-santé. C'est-à-dire que l'ANS, on fait énormément de webinaires pour accompagner, décoder tout l'écosystème. Et ça demande un gros process quand même. Ça, j'ai réduit la voilure parce que c'était à peu près 30 à 40% de ce que faisait cette personne-là qu'on n'a pas renouvelé et que je me suis dit, je vais pas dégrader l'événementiel parce que c'est très budgétivore. Donc voilà, il y a des événements sur lesquels on était présent, on les a abandonnés. On les a abandonnés. Des partenariats, on essaie d'accompagner aussi parfois des structures, je les ai laissés tomber en fait. Côté agence, comment ça a été pris en interne? David le dit, tout de suite, il y a cette relation annonceur-agence où on dit, là, désolé, mais en fait, ces budgets, on va les couper. Vous, comment ça a été pris en interne et géré en interne? Forcément, c'était pas une très très bonne nouvelle. On n'est pas, je te disais tout à l'heure, on n'est pas complètement tombé de l'armoire. C'est pas une surprise. On savait que les choses, le contexte politique, économique était relativement tendu. Donc, on s'est adapté. Alors, ce qui était assez frappant, c'est qu'on a senti que nos interlocuteurs étaient tétanisés à l'idée de passer la moindre commande et de dépenser le moindre euro. Et donc, ça a duré plusieurs mois. Donc, je pense que ça manquait peut-être de direction. Ils savaient pas très bien. Et ce qui a été difficile, c'est qu'on ne pouvait pas se projeter. Alors moi, j'ai cru pendant le moratoire que finalement, les choses pouvaient peut-être rentrer dans l'ordre à court terme. Et ça n'a pas été le cas. Et donc, on s'est rendu compte aussi qu'on n'avait pas beaucoup de prise sur ce qui se passait, que ça allait bien au-delà de notre situation ou celle des agences, et qu'on avait affaire à une vraie transformation, une transformation profonde de la fonction communication de l'État. On parlait beaucoup de réforme budgétaire. En réalité, c'est plus une réforme structurelle, parce qu'on repense complètement la façon de faire de la communication. Et donc, nous, on a dû s'adapter. Et on a répondu du mieux que possible, en tout cas, aux besoins. La communication, elle s'arrête pas. Aujourd'hui, l'efficacité d'une politique publique, elle repose quand même sur la communication. C'est pas simplement un vernis, c'est pas là pour habiller l'action publique, c'est là aussi pour créer les conditions de confiance entre les institutions, les citoyens, pour passer des messages de prévention. Donc on peut pas l'arrêter, mais il faut faire des choix, il y a des arbitrages à faire, et c'est aussi là-dessus qu'on est intervenu pour sortir d'une fonction d'exécution et très opérationnelle et d'aller davantage sur du conseil en arbitrage. Donc on a beaucoup échangé aussi avec nos clients pour se dire, dans tel budget, on ne peut pas vous accompagner là-dessus, peut-être qu'on va pouvoir vous accompagner de cette façon-là, un petit peu différemment. Donc ça a changé un petit peu la nature de la relation aussi avec nos clients. Est-ce que tu as remarqué un changement dans la nature des demandes de tes clients publics, ou est-ce que peut-être tu as eu des clients qui ont carrément disparu et qui t'ont plus jamais demandé quelque chose? Alors, on a tout vu. Les appels d'offres, déjà, ont été interrompus. On attendait quand même pas mal d'AO, et donc tout s'est arrêté. Donc ça a été un petit peu dur, parce que nous, une partie des équipes, quand même, les personnes en charge du Newbies, du Planning Strat, en fait, travaillent exclusivement là-dessus. Donc ça s'est arrêté. Ça commence à reprendre. On est en juin et on sent que il y a une sorte de dynamique sur ces sujets, donc ça c'est plutôt bon signe. Ensuite, nous, on avait répondu à des appels d'offres qui, pour certains, ont été déclarés sans suite. Ça, c'est pareil, c'est difficile. Je pense notamment à un très gros appel d'offres pour un opérateur public. On y a répondu en consortium. Ça représentait pour nous une centaine de jours hommes pour la réponse. Donc, je vous laisse calculer ce que ça représente. C'est un coût, c'est un véritable coût. Et on a reçu, en fait, une notification pour dire que l'appel d'offres était déclaré sans suite. Donc, ça, c'est difficile. Moi, je comprends tout à fait les raisons qui peuvent nous amener à déclarer sans suite, mais c'est assez difficile, en tout cas, pour l'agence. Et puis, pour le reste, c'est vrai qu'on nous a moins sollicité pour la création de dispositifs ex nihilo. C'est-à-dire qu'on nous demande plutôt de recycler, de réutiliser l'existant, de rationaliser, de capitaliser sur tout ce qui existe pour pouvoir poursuivre la communication qui ne doit pas s'arrêter. Donc, moins de volume,
plus de petites commandes et c'est plus difficile pour nous de gérer des petites commandes plutôt que des gros dispositifs. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Donc, beaucoup de petites commandes. Ouais. Côté arbitrage, on va y revenir, David. Est-ce que tu as dû faire des choix et donc arrêter complètement certains sujets, si oui, lesquels? Et est-ce que, à contrario, est-ce que ça t'a forcé à faire des choix qui ont mieux marché que prévu et que finalement, ça a été une opportunité? Ouais, il y en a eu quelques-uns. Alors, moi, j'ai un mantra, mais depuis très, très longtemps, et ça me vient de mon passé d'agence de pub, mais quand je dis pub, c'est vraiment la publicité, on va dire moins comme public, mais qui est de la contrainte née la créativité. Et je me rendais compte quand même que quand j'ai commencé dans le métier de la pub, plus on laissait de la liberté aux créatifs, c'était un peu bateau. Et en fait, plus tu leur mettais de contraintes, là, tu avais des créations explosives parce qu'il y avait un espèce de challenge. Et moi, je l'ai pris comme ça. J'ai un challenge. Ok, tu me donnes pas mon argent de poche, mais c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de vivre. Donc, j'ai essayé d'inventer des dispositifs qui ne nécessitaient pas de grands moyens. Donc, malheureusement, ça faisait pas travailler les agences de communication, mais nous, ça nous permettait d'enrichir de la marque employeur. J'ai monté une opération, par exemple, notamment avec des jeunes qui sont en recherche d'emploi ou qui veulent travailler dans le numérique et qui sont là juste de l'autre côté du périphérique parisien, mais qui n'ont pas forcément les opportunités d'avoir des stages ou des alternances. Donc j'appelais ça les rencontres de l'excellence. C'est des dispositifs qu'on a mis en place pour faire parler de l'agence. Alors on parlait pas de nos services, mais pour faire parler de l'agence, des valeurs. Donc voilà, un exemple d'action qu'on a monté, qu'on a reproduit pendant 2 ans, qui marche super bien, qui nécessite pas un gros dispositif, qui fait pas forcément appel aux agences, mais en tout cas qui permet d'être un peu de temps en temps dans la lumière. Toi, Ronan, est-ce que ces arbitrages, tu aides les clients à les faire? Et si oui, est-ce que tu as des exemples que tu as pu mettre en œuvre? Alors oui, très clairement. Aujourd'hui, on aborde ces sujets avec nos clients. Donc, c'est souvent dans le cadre d'un budget. Voilà, nous, on va plutôt fonctionner par approche modulaire. On va se dire, vous avez tel budget, voilà, est-ce qu'on peut vous accompagner? Donc, il y a différentes briques qu'on peut appliquer. On va se dire, est-ce qu'on intervient davantage sur la partie conseil, création, production? Et donc, on essaye de travailler intelligemment, en tout cas, avec eux, se répartir le travail. On n'est pas obligé, en tant qu'agence, de tout faire. On peut intervenir à un certain moment, en fait, dans la chaîne de production d'un dispositif ou d'une campagne de communication. Donc voilà, c'est pas tout ou rien. En tout cas, c'est souvent ce qu'on leur dit, parce qu'il y avait un petit peu cette logique. Parfois, on a une campagne, on a une idée, donc on va faire appel à une agence, et donc on peut intervenir, nous, à un moment donné, et se faire du transfert de compétences, intervenir très ponctuellement, mais on n'est pas obligé de prendre en charge 100% du dispositif. Donc oui, on travaille de plus en plus de cette façon-là avec nos clients. Est-ce que tu donnes des conseils un peu de manière systématique à tes clients depuis 2025 pour un peu optimiser le budget? C'est pas automatique, ça dépend vraiment des clients. Donc certains sont très à l'écoute et ont besoin, veulent faire autrement. Donc ils veulent pas faire moins, ils veulent faire autrement. Voilà, et continuer à penser des bons dispositifs. Donc avec ces personnes-là, on peut travailler en toute intelligence et essayer d'optimiser du mieux que possible, en tout cas, les budgets, les moyens dont on dispose pour une campagne. Et puis pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Ils ont une idée en tête, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et là, on va intervenir davantage pour produire, pour exécuter une commande. Donc on est moins dans les échanges. Donc ça dépend vraiment des rapports qu'on peut entretenir avec les commanditaires. Je sais, toi, David, que tu as un mantra, c'est de réenchanter un peu tes équipes. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment est-ce que... Donc, tu nous as parlé de comment ça avait été pris en interne. Il y avait un peu cette peur, cette crainte de l'avenir. Qu'est-ce qui allait advenir des métiers et de votre département? Comment tu as réussi à remotiver tes équipes? C'est hyper simple, hein. Et puis je pense que c'est le rôle du manager public. C'est d'abord de rappeler qu'est-ce qu'on fait ici. On donne du sens. J'ai redonné aussi quand même pas mal d'autonomie en accompagnant, parce que comme ça permettait à chacune et à chacun de se responsabiliser dans ses missions, de célébrer les petites réussites. Enfin, c'est toujours pareil, à un moment donné, et c'est pas genre on fait semblant, c'est les Télétubbies ou les bisounours, hein, mais vraiment, les gars, on y est arrivé, et on y est arrivé avec ça, rendez-vous compte. C'est d'accompagner aussi les collaboratrices et les collaborateurs pour faire monter leur niveau de compétence. J'ai une équipe qui n'a jamais travaillé en agence. Je dis ça parce que, à un moment donné, elles se sont dit, on n'a pas besoin d'agence.
Mais on arrive assez quand même rapidement à des choses qui vont manquer et on pense pouvoir savoir tout faire tout seul avec les outils numériques qui sont mis à notre disposition, avec l'IA notamment, en se disant non mais ça c'est pas grave, la petite image je vais la faire. Sauf que la com c'est pas ça justement. Si elle veut rester stratégique, il faut pas que ce soit genre juste des étoiles et 3 mots qui s'alignent sur une affiche. Et puis après l'idée aussi c'est le collectif quoi. Enfin c'est ce qui fait la différence pour qu'il y ait cette dynamique commune. Moi j'ai fait 2-3 séminaires quand même entre nous. J'ai essayé aussi moi avec mon expertise, mon expérience et puis de qui je suis avec mes tripes, de réenchanter les équipes, de leur redonner confiance, de pas rester là dans le creux de la vague. Et puis j'imagine qu'il y a leur redonner confiance et il y a remettre un petit peu au centre de la maison la com publique et l'intérêt commun, voilà. L'intérêt général. J'imagine que ça c'est faire sens à son métier, redonner sens à son métier, ça doit être important. Bah oui, parce qu'en fait quand on réenchante, là c'est pas un budget, hein, c'est pas la solution, ça aide effectivement forcément beaucoup. On peut peut-être faire plus avec plus de budget, mais là l'idée c'est de faire mieux, de faire autrement, et puis surtout moi l'idée du réenchantement c'est celui de l'ambition quoi, et celui du sens et de la raison d'être. Qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi on le fait ? N'oublions pas que on a de la chance, on est dans une institution où on a quand même des moyens, même s'ils sont pas budgétaires, mais on a quand même des moyens de faire. Donc remettre du sens, de l'ambition, de l'énergie du collectif. En tout cas, moi, au sein de l'équipe, ça m'a permis de tenir et ça a permis aussi, parce que forcément on avait ces discussions avec d'autres services de l'agence, tout le monde a été impacté par le gel budgétaire, pas que de la communication, et ils se sont rendus compte que la communication ne s'était pas arrêtée. Alors qu'on aurait pu se dire, quand on divise le budget par 4, je te jure que ça fait très très mal. On a trouvé des solutions, donc on a montré aussi notre rôle là on continue à être des business partners, on continue à être à vos côtés et de produire avec ce qu'on peut. Et ce qu'on faisait peut-être avant une semaine, on mettra peut-être 10 jours, mais on y arrivera. Toi, Ronan, est-ce que c'est un peu une philosophie que tu partages ? Redonner du sens aux équipes, essayer de les réenchanter. Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû faire en agence ? Oui, absolument. Nous, pour rebondir sur le sujet du sens, on se définit comme l'agence de communication citoyenne. Voilà, c'est vraiment notre positionnement et c'est ce qui fait que les personnes viennent travailler à l'agence parce qu'on a choisi de se spécialiser sur des verticales thématiques, la santé, l'énergie, les mobilités, l'alimentation, enfin voilà, sur ces grands sujets. Donc on en parlait, on ne fait pas de la publicité, on n'est pas là pour vendre des produits. Nous, on a notre usage du métier, c'est celui qui m'intéresse vraiment, c'est de faire de la pédagogie, d'expliquer l'action publique, de montrer les avancements et tout ce que ça peut procurer. Alors, ça attire, très clairement, ça attire des collaborateurs et donc on reçoit des candidatures de personnes qui ça parle. Encore aujourd'hui. Bien sûr, qui ont envie, beaucoup moins, mais des personnes qui se reconnaissent dans ce projet et qui ont envie d'évoluer dans ce type d'environnement. Maintenant, le sens, c'est un prérequis, en tout cas pour les collaborateurs, pour les personnes qu'on reçoit. C'est pas optionnel, c'est vraiment c'est une condition, c'est ce qui fait tenir, mais c'est une condition obligatoire. Et les nouvelles générations sont très exigeantes par rapport à ça, très regardantes, et je trouve ça très bien. Donc on recherche du sens, on recherche aussi des bonnes conditions de travail, on recherche des agences qui soient même quasiment des organismes de formation. Moi souvent je fais la blague, mais je dis que Lion Squad c'est Lion Squad Academy, parce qu'on est là pour former, pour accompagner en fait des jeunes dans leur trajectoire, pour leur donner vraiment tous les outils de compréhension pour progresser. Voilà, travailler sur des sujets qui ont un impact. Ça, c'est super important. Maintenant, on parle d'enchanter. Moi, je sens aussi une sorte de désenchantement vis-à-vis de la politique très fort. Donc, certains s'interrogent et viennent pour travailler sur ces problématiques, mais se disent, en fait, les choses ne bougent pas énormément, donc on s'implique beaucoup, et puis finalement, on voit pas les résultats. Donc, on ressent parfois une certaine forme de frustration de la part de certaines personnes qui s'impliquent et qui s'engagent vraiment sur ces sujets. Et ça explique peut-être le fait qu'on rencontre plus de difficultés à recruter des bons candidats. Voilà. Et j'en parlais pas plus tard qu'hier. Nous, maintenant, on a des entretiens inversés. Voilà, c'est à nous de convaincre des jeunes, mais même des stagiaires, de nous rejoindre et non pas l'inverse. Je parle des bons candidats, donc et de stagiaires parfois. Je te confirme, moi ça m'est arrivé la semaine dernière de convaincre une candidate là pour un an de contrat de qualif, et à la fin elle me dit mais c'est vous qui essayez de me convaincre, parce que je voyais vraiment que c'était la bonne personne. Je me doutais que vu sa personnalité elle devait avoir plusieurs pistes, et je me suis dit non mais elle il faut la convaincre. Mais je trouvais que c'était bien parce que ça permettait de transmettre aussi tu redeviens des valeurs. Recruteur. Ouais.
pour de vrai. Tu parlais tout à l'heure d'IA et quand on divise par 4 un budget, il faut aussi savoir faire par soi-même. Donc, il y a les budgets qui se contractent, il y a les ressources, elles, qui continuent d'arriver et d'évoluer. Et d'ailleurs, on a, comme l'IA, des leviers qu'on n'avait pas il y a 5 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé dans votre manière de travailler, de faire de la communication et du coup de faire de la communication un peu moins chère? Alors, je vais commencer. Nous, très concrètement, ça a changé énormément de choses et de manière extrêmement rapide. Moi, j'ai jamais vu une révolution technologique infusée aussi rapidement et aussi largement, mais l'ensemble des métiers. Tous les métiers sont concernés. Le planning strat, les UX designers, les concepteurs rédacteurs, nos veilleurs, etc. Tout le monde s'y est mis. Et donc, il y a quelques mois, on se disait, peut-être que l'IA, finalement, va remplacer certains des métiers. C'est pas le cas, on le constate pas aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Donc, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite pour, par exemple, répondre à un appel d'offres. Ça peut nous synthétiser vraiment toutes les pièces du dossier. Ça va nous aider aussi à aller plus vite dans la rédaction, à traduire, à faire des storyboards vidéo, à faire de l'image. On travaille beaucoup avec des outils comme Kling, Midjourney et autres pour produire de l'image. Donc oui, on l'a complètement intégré. Alors, c'est pas tant un sujet technologique pour moi, parce que ça y est, ça fait partie de nos métiers et c'est une prothèse quotidienne, encore une fois, absolument à tous les niveaux. Il y a plus un sujet de formation pour moi. C'est-à-dire que ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de se former. Et ce matin, par exemple, moi, j'avais un collaborateur qui animait une formation sur le GEO auprès des communicants publics. Et donc hier, quand on a finalisé son support, il me disait, en fait, ce que je vais présenter demain sera obsolète la semaine prochaine. Donc on n'a même pas le temps de se former, on doit s'auto-former. Et donc dans tous les métiers, toute la chaîne, en fait, c'est absolument partout. Donc ça nous permet d'aller plus vite, ça c'est certain. Sur la création, ça peut nous donner des idées, mais pas que des bonnes idées. Et c'est là où on a souvent ce sujet, nous, avec les équipes. On se dit que l'IA, ça nous aide à créer de la matière. En revanche, l'humain crée de la valeur. Donc ça nous permet vraiment de donner des convictions, parfois dans des recommandations stratégiques. Ça connaît le client, ça fait preuve en tout cas, un collaborateur fait preuve de jugement, et ce sont beaucoup de choses que ne nous offrent pas aujourd'hui les IA. Donc on va beaucoup plus vite et on se concentre sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, tout simplement. Et puis on délègue, on s'appuie sur l'IA pour faire des choses qui pouvaient nous prendre une demi-journée, qui aujourd'hui nous prennent 15 minutes. Et c'est très bien. Donc ça permet quand même de faire un petit peu plus avec un peu moins de budget. Enfin, dans ces temps de baisse budgétaire, est-ce que... C'est ce qu'aimeraient entendre nos clients. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, parce qu'on est quand même dans des phases expérimentales et on passe beaucoup de temps. Par exemple, produire un visuel avec Midjourney, en fait, ça prend pas 3 minutes, parce qu'on peut faire 4, 10, 12 tests, itérations. Et aujourd'hui, en fait, on n'est pas encore dans des économies d'échelle très très fortes. On va y venir, ça c'est certain. On va pouvoir aller beaucoup plus vite. Quand on fait des wireframes, quand on fait des templates, quand on fait des créas, on peut les décliner, ça va plus vite. Mais on ne le mesure pas encore très bien aujourd'hui. Et je pourrais pas dire qu'aujourd'hui, on réalise des économies extrêmement importantes. Mais ça va venir, c'est certain. Toi, David, est-ce qu'en interne, vous avez du coup lancé des productions un peu internes pour éviter de dépenser de l'argent vers des agences et compagnie? Et quelles en sont les limites? On l'a fait de facto. Alors, la première chose, c'est que moi, je l'ai rendu transparent, ça, l'utilisation de l'IA, parce que chez nous, à l'Agence du numérique en santé, c'était encore, on y va pas. Enfin, c'était pas un sujet quand tu t'appelles l'Agence du numérique en santé, mais c'est surtout le comment on y va. Et nous, dans la communication, on a commencé à l'utiliser, comme disait Ronan, en s'entraînant, en se formant ou en s'auto-formant. Moi, j'envoyais des équipes tout le temps, dès qu'il y avait des congrès, des conférences, des petits déjeuners sur le sujet en lien avec la communication, pour vraiment mesurer, au-delà de savoir utiliser les outils, pour moi, c'était que l'équipe, elle prenne conscience du potentiel et également des limites. À l'instant, là, tu parlais de Midjourney, ça enlèvera pas le travail d'un directeur artistique. Il faut savoir briefer une IA sur une créa. Là où ça nous a aidé l'IA concrètement, là, dans le fait qu'on fasse moins appel en fait aux agences, c'est sur le travail de veille, c'est sur le travail de synthèse, de rédaction, de pré-rédaction, parce que moi je challenge beaucoup. Moi j'en utilise plein de différentes et je les mets en compète. C'est ça qui est génial, parce que l'intelligence, elle reste humaine. Ce qui est artificiel, c'est tout le travail de recherche, de synthèse. Mais je dirais que sur ces travaux un peu de fond, l'IA est utile. Sur la créativité, j'ai un peu plus de doutes. Enfin, dans mon équipe,
c'est pas leur métier en fait. C'est pas une prétention que j'ai, mais j'ai 10 ans d'agence de pub derrière moi, donc je sais aussi comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes, et je vois les limites que peuvent avoir les équipes parfois en se disant ouais, je vais te trouver la solution, je vais te faire la petite créa qui te va bien, ouais, c'est un petit mouchou, mais quand tu regardes le fond, le concept, le truc qui a pas été pensé, enfin toutes les itérations qu'on a dans un échange humain, quand tu es avec un planeur, quand tu es avec un directeur de création, si tu sais pas le faire, c'est pas l'IA qui va t'aider. La relation agence-annonceur, elle est essentielle. Ah bah oui, pour ça, les belles grandes campagnes, il parle comme un vieux, mais non, mais les belles grandes campagnes, elles étaient liées à ça. Donc là, aujourd'hui, si tu dialogues que avec de l'IA, oui, puis entre soi, et sans l'expérience. Il faut savoir en sortir un petit peu, quoi. Je partage complètement sur l'IA. C'est pour ça que je disais, voilà, nous on crée de la valeur. En tout cas, les collaborateurs créent de la valeur, et donc savent identifier, par exemple, un directeur de création ou un planner strat, ce qui est une bonne campagne ou ce qui n'est pas. Ça peut nous aider, ça peut nourrir un petit peu la réflexion, ça peut faire remonter certaines idées, mais ça fait pas tout. Et très souvent, d'ailleurs, on produit aussi beaucoup de contenu, par exemple pour des dirigeants, enfin du ghostwriting, et ça, je vais pas déléguer à l'IA, c'est pas possible. Moi, tout ce qu'on a pu tester, alors oui, ce sont des contenus qui n'ont aucune aspérité, qui sont extrêmement lisses et qui au fond veulent pas dire grand-chose. Donc non, la patte humaine reste absolument indispensable, et ça c'est important pour nous. D'ailleurs, on a développé une charte de l'IA, d'utilisation de l'IA, qu'on partage avec nos clients et qu'on s'engage d'ailleurs à respecter scrupuleusement. C'est important. C'est un outil qui nous fait gagner beaucoup de temps, mais la valeur, en tout cas, ce sont les personnes qui travaillent et qui ont une expertise et une connaissance du métier, du client et des problématiques. Ça, c'est fondamental. Mm-hmm. Ça me fait penser à quelque chose, Ronan, ce que tu dis là hier, qu'est-ce qu'on a pris aussi à notre charge, qu'on déléguait avant à une agence. On a monté là depuis 4-5 ans à l'ANS un réseau d'ambassadeurs, et notamment les ambassadeurs sur LinkedIn. Avant, c'est notre agence de communication digitale qui prenait ça en charge. Maintenant, on le fait en interne. On s'est inspiré de ce qu'on faisait avant avec nos agences, mais ça évolue aussi. Et l'équipe hier, elles m'ont présenté leur programme de formation, et il y a un truc qui manquait, je leur ai dit, l'utilisation de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, nous, le plus grand vecteur des réseaux sociaux qu'on utilise à l'agence, c'est LinkedIn. Et là, quand même, depuis 1 an et demi, 2 ans, il n'y a pas besoin d'être un grand communicant pour se rendre compte que 80% des posts qui sont publiés sur LinkedIn, ils sont faits par de l'IA. C'est genre juste plus possible, donc tu n'as plus de crédibilité. Et donc, je leur ai dit, il faut, en plus de mettre une charte, mais comment on peut aider les futurs ambassadeurs de l'agence à se dire, tu peux peut-être utiliser l'IA pour ton premier jet, mais sincèrement, fais pas du copier-coller, parce que en fait, maintenant, tous les posts se ressemblent. Ça se voit. Ouais. Absolument. C'est quoi le projet de communication dont vous êtes le plus fier et qui n'a pas forcément coûté le plus cher ? Alors, moi, j'en ai plein qui me viennent en tête. Ouais. J'en ai plein. On a travaillé pour le CNES et on a accompagné, par exemple, Thomas Pesquet sur ses réseaux sociaux pendant sa mission. Donc ça, c'était absolument incroyable, avec des taux de visibilité très forts. J'en ai un autre, on a monté la cellule numérique du Sénat aussi, donc ça c'était au tout début des réseaux sociaux, et le Sénat était la première institution à se lancer. Donc on a mis en place une équipe embarquée pour penser toute la stratégie social média, tous les contenus. C'est une équipe de 6 personnes qui travaillait à temps complet, c'était fabuleux. Moi j'y ai passé 2 ans et j'en garde un souvenir incroyable. Et si je devais en choisir un, ça serait un projet qui a eu beaucoup d'impact. Ça s'appelle Lycée Hanté, et c'est une campagne qui a été lancée pour le compte du ministère de l'Agriculture, qui a mobilisé des influenceurs, une vingtaine d'influenceurs, et l'idée c'était de jouer sur les codes du paranormal pour faire croire qu'un lycée était hanté. Donc ça a été fait bien sûr avec les collégiens, les lycéens qui étaient présents, et donc c'était sur TikTok, sur Instagram, donc voilà, toute une série qui a été diffusée. Et puis il y avait un reveal à la fin en disant non, pas du tout, le lycée n'est pas hanté, c'était pour valoriser les métiers de la filière agricole. Ça a cartonné, on a fait plus de 25 millions de vues, il y a eu beaucoup de reprises dans la presse, ça n'a pas coûté très cher parce qu'on s'est appuyé sur des influenceurs, et donc c'était beaucoup moins cher que de faire une grosse campagne d'achat média. Mes enfants m'en ont parlé sans savoir qu'on était derrière, en me disant il y a une histoire de lycée hanté, donc ça c'est un très bon indicateur pour moi de me dire c'est vu et c'est sympa, et les enfants en parlent. Et surtout au-delà des prix, parce qu'on a remporté beaucoup de prix avec cette campagne, c'est l'impact que ça a pu avoir, et notamment dans les demandes d'inscription sur Parcoursup. Ouais. Eh bien on a constaté en tout cas une très très forte demande sur les métiers de la filière
agricole. Et ça, je trouve que c'est super important. C'est la plus grande récompense qu'on peut avoir en se disant que des jeunes qui pourraient partir dans des filières qui ne sont pas forcément adaptées, finalement se disent, grâce à cette campagne, je vais explorer en fait une autre voie et peut-être que les métiers en lien avec, il y en a énormément, il y a une diversité de métiers, pourraient me convenir. Donc ça, c'était une belle opération dont on est très fiers. Super. Et toi ? Il y a celle que j'ai citée tout à l'heure, là, les rencontres de l'excellence avec les jeunes, et que je veux faire après aller un peu plus loin vers un processus de mentoring, parce que je trouve que c'est important aussi en interne que des collaboratrices et des collaborateurs prennent conscience que nous, on a de la chance, on a un boulot qui nous plaît, on a un boulot qui a du sens, et voilà, on peut en faire profiter un plus grand nombre. Alors nous, on n'a pas de campagne au sens propre, hein, mais dans les actions qu'on a menées et qu'on a réussi à faire, ça a été malheureusement pour une agence digitale de communication comme l'ANESCOAD, ça a été d'avoir réintégré quand même toute la communication digitale chez nous en interne. Donc ça veut dire aussi quand même pas mal de choses entre les séquençages, l'éditorial, la publication, la prise en compte en plus du compte du dirigeant et tout ça. Et ça, on a réussi à le faire de manière assez fluide, et on a des super belles progression en quanti ou en quali. Et après, là, dernièrement, on est en train de finaliser notre contrat d'objectifs et de performance. Hein. C'est la feuille de route de l'agence à 3 ans. On a pratiquement tout internalisé et ça commence à être très bien perçu aussi par tout l'écosystème. Et au final, t'es hyper fier de ce que t'as fait, quoi. Et ça, c'est vraiment valorisant. Au regard de tout ça, est-ce que cette période de contrainte peut être une opportunité de communiquer moins, mais mieux ? Alors, les deux. Ça peut être pour moi, cette période de contrainte qui aurait été est une bonne. Je ne devrais pas le dire moi en tant que directeur d'une agence de communication, mais c'est aussi une bonne chose. Ça a du bon de faire le constat de ce dont on peut se passer. Ça, c'est extrêmement important parce que cette réforme, c'est ça aussi, te dire voilà, il y a peut-être des communications qu'on renouvelle par automatisme, une certaine forme d'inertie. Donc ça permet de faire le ménage et ça va dans le bon sens en tout cas, de se dire voilà, faisons des économies sur ce qui n'est pas absolument essentiel. Pendant très longtemps, en fait, c'est vrai que nos commanditaires leur objectif, c'était d'être vu et moins d'être entendu. Et aujourd'hui, je pense qu'on remet un peu le curseur sur l'écoute. Ça, c'est super important. Et donc, on constate parfois qu'on fait des dispositifs qui sont moins importants, voilà, des actions, 2, 3 actions, mais qui en réalité ont beaucoup plus d'effet que 10 actions, 10 dispositifs. Et donc, ça coûte beaucoup moins cher et ça a beaucoup plus d'impact. Et c'est la valeur dont on parlait, c'est la façon dont on mesure aussi des indicateurs qu'on va mettre en place pour savoir si la communication est utile ou pas. Donc ça, je trouve que c'est intéressant et la contrainte nous oblige à nous poser toutes ces bonnes questions. Ça peut être aussi une régression. Si jamais on se dit, on veut faire autant, mais avec moins de budget, c'est catastrophique, parce que, et c'est souvent le cas, parce que pendant très longtemps, la communication publique, elle souhaitait parler de tout, sur toutes les plateformes, à tout le monde. Moi, j'y crois pas du tout. Il faut se concentrer vraiment sur les audiences principales, s'interroger, c'est quoi vos objectifs, qu'est-ce qui n'est pas négociable, qu'est-ce qu'on garde absolument, de quoi est-ce qu'on peut se séparer. Et moi, je préfère vraiment qu'on se concentre sur des audiences cibles et qu'on les travaille pour pouvoir vraiment faire en sorte que les campagnes de communication ou les messages aient un vrai effet. Voilà. J'ai l'impression aussi que certaines personnes en ont profité pour se dire on arrête la communication. Il y a des personnes qui sont pas attachées, qui se disent que c'est quelque chose qui n'est pas forcément essentiel. Ça vient en complément d'eux, ça vient habiller l'action publique. C'est pas le cas. Pour moi, ça contribue vraiment au succès d'une politique publique. Si on fait une campagne, par exemple, pour la canicule de prévention, on peut avoir des mesures, mais si on les explicite pas, si on les partage pas, il y aura pas d'effet. Donc il faut vraiment qu'on s'interroge là-dessus et qu'on apprenne à mesurer. Pendant très longtemps, je pense qu'on se posait pas la question de la mesure et quels sont les indicateurs, est-ce qu'elle a de l'impact ou pas. Et donc ça nous permettra, je pense, d'arriver à une meilleure communication publique, en tout cas plus visible et plus efficace. Moi, j'avais regardé, je crois que le budget de communication pour l'État, c'est même pas 1%. C'est même pas 1%. Donc, on a aussi des effets d'annonce, des effets de communication de la part du Premier ministre qui a dit on va baisser le budget de la com. Ça va pas changer grand chose, mais en revanche, comme l'a dit Ronan, ça nous oblige à repenser notre métier, à revenir à des choses un peu essentielles. Et c'est pas est-ce que je dois communiquer, mais c'est pourquoi. À revenir à la valeur même de la com publique. Et puis de revenir sur les enjeux, les objectifs, les cibles, à prioriser. Et c'est ça qui est important, ça remet de la valeur à notre métier et
si on est sur l'aspect budgétaire, on fait pas de la communication juste parce qu'on a du budget. Moi, il m'est déjà arrivé, quand j'avais un peu plus de budget, il y a quelques années, à pas tout brûler. Et on n'est pas obligé de faire comme à l'armée, faire tourner les camions en fin d'année pour avoir le même budget l'an prochain de carburant. Mais c'est dur à faire comprendre parce que chacun a sa lecture. Un DAF, il n'a pas la même lecture qu'un communicant, qu'un DG ou qu'un opérateur, quelqu'un qui a une mission plus opérante au sein d'une organisation publique. Et juste pour terminer, il faut reconnaître aussi que cette réforme, elle part pas de zéro. Il y a un travail de fond qui a été engagé depuis plusieurs années, avec la création d'une marque État, la refonte des identités visuelles, la construction d'un narratif. Et donc, ça explique un petit peu qu'on en soit là aujourd'hui, qu'on soit plutôt dans une rationalisation, qui, à mon avis, est extrêmement efficace aussi, parce qu'il y a un message commun. Il y a de la mutualisation entre des administrations qui vont travailler ensemble. Par exemple, un ministères sociaux et France Travail peut travailler sur une campagne commune. Auparavant, en fait, chaque opérateur ou chaque entité travaillait avec sa propre campagne. Et il y avait des sujets de cohérence. Donc, en termes d'efficacité, il y a aussi des bonnes choses, et il y a des bonnes choses à garder. Donc oui, en effet, on l'a vu, les contraintes budgétaires, ça peut mettre à mal des organisations entières, que ce soit les opérateurs de l'État ou les entreprises, bien sûr. C'est aussi un moment charnière où on est forcé de se réinventer pour faire aussi bien, voire mieux, avec moins. Un des adages que tu nous as partagé, David, c'est donc de la contrainte naît la créativité. C'est exactement ce que les travailleurs de la com publique sont en train d'expérimenter en ce moment. Merci à tous les deux pour votre témoignage. J'ai envie de dire bravo à vous et bravo à tous ceux qui y croient encore et qui se battent au quotidien pour faire de la com publique et d'en faire une mission d'intérêt général. Donc je vous remercie. Merci pour votre témoignage. Merci Camille. Et merci, Camille. Je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel épisode de On. Merci. Merci.